Moi, je lis d'abord bien l'énoncé plusieurs fois. Quelquefois, je le lis tellement que je ne sais même plus de quoi ça parle. Plus je le lis, moins je comprends, nous a confié un élève. Outre la complexité de la construction de la représentation mentale que nous avons évoquée précédemment, il existe d'autres obstacles à une résolution aisée du problème. L'un d'entre eux est celui de la fixation. Les effets des apprentissages et des habitudes peuvent constituer des freins. Par exemple, si on propose un seul problème additif parmi une série de problèmes multiplicatifs, de nombreux élèves ne trouveront pas la solution. C'est ce que l'on appelle la fixité liée aux effets d'habitude. D'autre part, l'utilisation préalable d'un objet dans sa fonction habituelle empêche de découvrir une nouvelle façon de s'en servir. Par exemple, pour un élève, un compas sert à tracer des cercles. Il pensera rarement à l'utiliser pour mesurer. C'est ce qu'on appelle la fixité fonctionnelle des objets. D'autres obstacles sont d'ordre linguistique. L'interaction entre le langage courant et le langage mathématique peut être à l'origine de dysfonctionnements importants. L'enseignant doit en tenir compte quand il apporte une aide à l'élève, notamment en ce qui concerne les mots trop inducteurs, comme par exemple plus, moins, manque, reste. L'organisation de l'énoncé est également importante. Habituellement, la question arrive à la fin de l'énoncé. Or, chez les jeunes enfants, des études ont mis en évidence une amélioration de la performance lorsque la question est placée au début de l'énoncé. De même, l'organisation des données du problème sous forme de liste augmente également la réussite. Par ailleurs, la proximité de l'élève avec le contexte sémantique de l'énoncé facilite la résolution. On constate qu'un énoncé de type récit conduit à procéder par tâtonnement. Lorsque l'énoncé est plus synthétique, les élèves procèdent différemment. Toutefois, le taux de réussite est le même dans les deux cas, mais cela ne concerne pas les mêmes individus. Il est donc pertinent de proposer plusieurs présentations d'un même problème pour stimuler l'activité de représentation. En termes mathématiques, l'addition établit une relation symétrique entre ces termes parce qu'elle relie des collections d'éléments partageant une caractéristique commune. Il en est de même pour la soustraction. Sur le plan sémantique, il existe également des relations symétriques entre les objets. Par exemple, garçon, fille, tulipe, jonquille. En revanche, la multiplication établit une relation asymétrique entre ces termes, parce qu'elle établit une relation entre des éléments n'ayant pas tous une caractéristique commune. Il en est de même de la division. Sur le plan sémantique, il existe également des relations asymétriques. Par exemple, garçon, professeur, tulipe, bouquet. Les études montrent qu'aux 3 niveaux de la scolarité, collégien, lycéen, étudiant, on réussit mieux les problèmes dont les relations sémantiques et mathématiques sont les mêmes, qu'elles soient symétriques ou asymétriques. Voici 2 problèmes illustrant ces relations. Pour résoudre ces 2 problèmes, il faut faire une division qui établit une relation asymétrique entre ces termes. La résolution du premier problème est donc plus aisée car les objets étudiant et professeur ont eux aussi une relation sémantique asymétrique. Contrairement aux objets clous et vis,
qui ont des relations sémantiques symétriques, contradictoires avec la relation introduite par la division. Quel que soit le niveau de la scolarité, les problèmes présentant des relations sémantiques et mathématiques entre objets identiques sont mieux réussis que les problèmes présentant des relations sémantiques et mathématiques divergentes.